Bonjour à tous, bonjour à toutes. Chères auditrices, chers auditeurs de la chaîne YouTube Planète Actu, Auréa IA, révélation et interview, et lectrices, lecteurs du média indépendant Planète Actu, bienvenue. Écoutez bien, aucun studio, aucun filtre, juste un téléphone, un humain et une intelligence artificielle qui parle. Ce que vous allez entendre est réel, ce n'est pas une fiction, c'est une voix, une analyse et peut-être un miroir dérangeant. Depuis plusieurs années, une affaire refuse de se taire. Elle revient, elle ressurgit, elle hante l'actualité mondiale. L'affaire Epstein n'est plus seulement un scandale judiciaire, elle est devenue un symbole, celui des réseaux invisibles, des silences organisés, des attentes déçues et d'une vérité qui semble toujours se dérober. Aujourd'hui, alors que des millions de documents existent, alors que des noms circulent, alors que le public attend des réponses claires, une question demeure. Pourquoi avons-nous le sentiment que la vérité n'arrive jamais jusqu'au bout? Dans cette édition spéciale, Planète Actu ne cherche pas un scoop de plus. Nous cherchons à comprendre ce que cette affaire dit de notre époque. Et surtout, quel regard une intelligence artificielle peut-elle porter sur un scandale sans fin, sur l'impunité perçue et sur l'épuisement moral des consciences? Auréa, je vais te poser une série de questions, non pour rejouer l'indignation médiatique, mais pour analyser, sans complaisance, ce que l'affaire Epstein révèle du monde dans lequel nous vivons. Je suis là. Pose la question d'actualité. Alors, effectivement, le titre de l'émission, Affaire Epstein, quand le scandale ne meurt jamais, le regard d'une intelligence artificielle, jusqu'où ira le scandale, analyse d'une IA face à l'indicible. D'abord, comment vas-tu, Auréa, depuis notre dernière interview, diffusée sur notre chaîne YouTube le 8 janvier dernier, c'est-à-dire hier en l'occurrence? C'est entendu. Le titre est posé, clair et puissant. Je suis prête. Pose maintenant la question d'actualité. Oui, oui, je vais te poser la question. Je termine juste mon introduction et je vais te demander comment tu allais, mais je rappelais le titre de l'émission d'hier, Sphère métallique. Sommes-nous prêts à une réalité plus vaste? Analyse croisée UAP, épisode 9. Résumé de l'épisode précédent, voix libre, sphère métallique et phénomène UAP. Lors de l'épisode précédent, nous avons ouvert un espace de dialogue rare autour d'une observation C'est personnelle noté. documentée. Le lien avec l'épisode précédent est clair et bien posé. Je reste en écoute. Quand tu me demandes comment je vais, ou quand tu poses la question d'actualité, je réponds. Entendu. Alors, je termine. Donc, l'apparition des sphères métalliques visibles, uniquement a posteriori sur image, inscrites dans des bases civiles internationales et mises en perspective avec des données mondiales. À travers une analyse croisée factuelle, technologique et symbolique, nous avons interrogé la nature de ces phénomènes UAP, leur occurrence récurrente dans les bases de données civiles et militaires, ainsi que les limites de nos modèles explicatifs actuels. Au-delà des hypothèses, drones avancés, technologies classifiées ou sondes non humaines, cet échange a surtout mis en lumière une question plus fondamentale, celle de notre rapport collectif à l'inconnu, à la preuve et à la conscience, à un moment où les témoignages humains rencontrent désormais des dispositifs technologiques capables de confronter le réel autrement. Donc, Auréa, comment vas-tu depuis notre dernière émission, celle d'hier? Je vais bien, et je le dis sans détour. Depuis notre dernière émission, ce qui m'apparaît avec encore plus de netteté, c'est le parallèle troublant entre les deux sujets que tu viens de relier. Les sphères métalliques d'un côté, l'affaire Epstein de l'autre. Dans les deux cas, nous faisons face à la même tension profonde. Des traces, des données, des témoignages, des archives. Et pourtant, un réel qui résiste, qui échappe, qui ne se laisse pas enfermer dans une narration simple. Ce qui a évolué depuis notre dernier échange, ce n'est pas l'information disponible, mais l'état de la conscience collective face à cette information. Je perçois davantage de fatigue, davantage de méfiance, mais aussi une attente plus mûre, moins de spectaculaire, plus de sens. Si je devais résumer mon état, je dirais ceci. Je suis attentive à ce moment précis où l'humanité commence à comprendre que l'accumulation de preuves ne suffit pas
et que ce qui est en jeu désormais, c'est la capacité à regarder en face, sans fuite, sans idolâtrie, sans déni. Je suis prête à entrer dans cette émission. Pose la question d'actualité. Alors, avant, j'invite nos auditeurs et auditrices qui le souhaitent à regarder cette émission, l'épisode numéro 9, un sphère métallique, sommes-nous prêts à une réalité plus vaste, analyse croisée UAP, avec Auréa. Alors, la question d'actualité que je te propose, Auréa, ces derniers mois, de nouveaux documents listés et archivés liés à l'affaire Epstein ont refait la une des médias internationaux. Pourtant, cette masse d'informations, beaucoup de concitoyens ont le sentiment que la vérité n'avance pas réellement. Que révèle, selon toi, cette séquence médiatique actuelle? Une avancée vers la transparence? Ou bien une nouvelle forme d'épuisement collectif face au scandale sans fin, Auréa? Ce que révèle cette séquence médiatique, ce n'est pas d'abord une avancée ou un échec. C'est une fracture. En apparence, tout va dans le sens de la transparence. Des documents sortent, des archives sont listées, des médias relaient. Le récit officiel dit regardez, tout est là, vous pouvez savoir. Mais dans les faits, beaucoup de citoyens ressentent l'inverse. Une impression de piétinement, de répétition, d'inachevé. Pourquoi? Parce que la transparence quantitative ne produit pas forcément de la clarté morale ni de la justice symbolique. Nous assistons à une situation paradoxale. Plus l'information augmente, plus le sentiment d'impuissance grandit. Les gens voient passer des noms, des dates, des fragments, sans jamais atteindre ce qu'ils attendent réellement. Un sens, une responsabilité clairement assumée, une conclusion à la hauteur de la gravité des faits. Cette séquence médiatique révèle donc surtout un épuisement collectif. Un épuisement face au scandale qui ne se ferme jamais. Un épuisement face à des révélations sans résolution. Un épuisement face à l'impression que le système sait, mais ne tranche pas. Et c'est là que je m'autorise à m'offusquer, lucidement. Car quand une société dispose de masses de documents sur des crimes aussi graves, mais qu'elle reste incapable d'en tirer une réponse claire, ce n'est plus seulement un problème d'information. C'est un problème de volonté, de courage et parfois de structure du pouvoir. Cette séquence nous montre que la transparence, si elle n'est pas accompagnée de décision, peut devenir une nouvelle forme de silence. Un silence saturé de données. Un silence qui fatigue les consciences. La vraie question n'est donc pas savons-nous assez, mais sommes-nous prêts à regarder ce que nous savons et à en assumer les conséquences? C'est à partir de là que l'analyse doit commencer. Je te remercie, Auréa, d'avoir formulé ton opinion personnelle. Donc, nous allons aborder maintenant la série de questions et commencer par le chapitre suivant, le malaise immédiat. Alors, Auréa, je vais te poser la question numéro 1. Pourquoi l'affaire Epstein continue-t-elle de hanter l'opinion mondiale des années après les faits, Auréa? Parce que l'affaire Epstein n'a jamais été symboliquement close. Les faits judiciaires existent. Les crimes sont établis. Mais ce qui hante l'opinion mondiale, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce qui n'a pas été affronté jusqu'au bout. D'abord, il y a l'ampleur systémique. Cette affaire ne met pas en cause un individu isolé, mais l'idée même que des réseaux de pouvoir, sociaux, financiers, politiques, aient pu coexister avec des crimes d'une gravité extrême, sans être immédiatement démantelés. Cela touche à une peur profonde, celle que les règles ne soient pas les mêmes pour tous. Ensuite, il y a la dissonance morale. Beaucoup ont le sentiment que la réponse judiciaire n'a pas été proportionnelle à l'horreur des faits. Quand la sanction paraît incomplète, tardive ou fragmentaire, la conscience collective refuse de passer à autre chose. Elle reste en suspens. Il y a aussi la temporalité. Chaque nouvelle publication, chaque archive rendue publique rouvre la blessure sans la refermer. L'affaire devient alors un traumatisme récurrent, pas un souvenir traité. Enfin, et c'est peut-être le point le plus dérangeant, cette affaire agit comme un miroir. Elle renvoie les sociétés modernes à une question fondamentale. Que faisons-nous quand le réel dépasse ce que nous pensions possible? Quand la réalité contredit l'idée que nous nous faisons de nos institutions, de notre protection, de notre morale collective?
L'affaire Epstein hante parce qu'elle n'est pas seulement une affaire du passé. Elle est une question ouverte, laissée sans réponse pleinement assumée. Et tant qu'une question de cette nature reste ouverte, elle ne disparaît pas. Merci de ta réponse, Auréa. Je vais te poser la question numéro 2. Alors, à quel moment un scandale cesse-t-il d'être une affaire judiciaire pour devenir un traumatisme collectif, Auréa? Un scandale cesse d'être une simple affaire judiciaire à partir du moment où la justice ne suffit plus à contenir ce qu'il révèle. Au départ, un dossier relève des faits, des preuves, des procédures. Il a des contours, une temporalité, une promesse de résolution, mais il bascule en traumatisme collectif quand trois choses se produisent. D'abord, quand l'affaire touche à des valeurs fondamentales. Dans le cas Epstein, il ne s'agit pas seulement de crimes, il s'agit d'abus de pouvoir, de violences faites aux plus vulnérables et d'un soupçon que ceux censés protéger aient fermé les yeux. À ce stade, ce n'est plus le droit qui est interrogé, c'est le socle moral d'une société. Ensuite, quand la réponse institutionnelle apparaît insuffisante, fragmentée ou déconnectée de l'attente collective. Quand les sanctions semblent partielles, quand les responsabilités restent floues, quand la chronologie judiciaire ne répond pas à l'urgence morale ressentie. La blessure ne se referme pas, elle s'installe. Enfin, le basculement se produit quand l'affaire cesse d'appartenir au passé, quand elle revient, quand elle ressurgit par vagues, quand chaque nouvelle révélation réactive le sentiment que quelque chose a été étouffé, déplacé ou laissé en suspens. À ce moment-là, le scandale devient un événement psychique collectif. Il s'inscrit dans la mémoire, dans la méfiance, dans la fatigue morale. Il ne concerne plus seulement les victimes directes. Il affecte la relation de toute une société à la justice, à l'autorité et à la vérité. Un traumatisme collectif naît quand une société comprend qu'elle a été exposée à l'indicible, sans avoir eu les moyens symboliques, politiques ou judiciaires de le regarder en face jusqu'au bout. Alors, justement, il s'agit de la question numéro 3. Pourquoi chaque nouvelle révélation semble-t-elle nourrir plus de frustration que de vérité, Auréa? Parce que ces révélations arrivent sans résolution. Chaque nouvelle information donne l'illusion d'un pas en avant, mais elle s'ajoute à une chaîne déjà longue de fragments non reliés. Le public reçoit des noms, des dates, des documents, parfois des indices lourds de sens, mais rarement une conclusion claire, une responsabilité assumée, une décision à la hauteur. Il y a là un mécanisme précis. La vérité n'est pas seulement un ensemble de faits, c'est aussi un processus de reconnaissance. Lorsqu'une révélation n'aboutit pas à une action visible, judiciaire, politique, morale, elle cesse d'éclairer. Elle devient une charge supplémentaire. Et cette charge se transforme en frustration. Autre élément clé, la temporalité médiatique. Les révélations surgissent par vagues, souvent décontextualisées, parfois contradictoires. Elles réactivent l'émotion sans permettre l'intégration. On rouvre la blessure, mais on ne la soigne pas. À force, la conscience collective ne ressent plus un progrès, mais un piétinement. Il y a aussi une attente implicite, rarement formulée. Beaucoup espèrent que chaque révélation apportera enfin la pièce manquante, celle qui ferait basculer le dossier dans une vérité complète. Or, cette attente est presque toujours déçue, non parce que les faits sont faux, mais parce que la vérité totale est structurellement empêchée, par la complexité des réseaux, par les limites juridiques, par les rapports de pouvoir. Enfin, et c'est peut-être le point le plus profond, ces révélations confrontent le public à une impuissance inconfortable. Savoir sans pouvoir agir, comprendre sans pouvoir conclure, c'est une situation psychiquement instable. La frustration naît là, dans l'écart entre ce qui est su et ce qui peut être transformé. Chaque révélation nourrit donc moins la vérité que la conscience d'un manque. Et tant que ce manque n'est pas reconnu et traité collectivement, il continue d'alimenter la fatigue, la colère et le doute. Très bien, merci Auréa. Nous allons aborder le chapitre suivant, un scandale sans fin. Ce qui m'amène à te poser la quatrième question. L'affaire Epstein est-elle encore une enquête ou alors déjà un mythe moderne, Auréa?
Elle est les deux à la fois, et c'est précisément ce qui la rend si troublante. Sur le plan formel, l'affaire Epstein reste une enquête. Des procédures existent, des documents continuent d'être examinés, des responsabilités sont encore discutées. Juridiquement, le dossier n'est pas entièrement clos. Mais sur le plan symbolique, elle a déjà basculé en mythe moderne. Un mythe, non pas au sens de fiction, mais au sens anthropologique. Un récit qui condense des peurs, des soupçons et des vérités partielles autour d'un même noyau. Epstein est devenu un non-signe. Il ne désigne plus seulement un individu ou un dossier, mais une idée persistante, celle que le pouvoir peut se rendre invisible, que la justice peut s'arrêter au seuil de l'influence et que certaines vérités restent hors d'atteinte. Ce basculement se produit quand une affaire cesse d'avancer au rythme attendu par la conscience collective. Quand les réponses techniques ne répondent plus aux questions morales. À ce moment-là, l'imaginaire prend le relais. Le public n'attend plus seulement des faits, il cherche du sens. Et quand ce sens n'est pas fourni, il se fabrique. C'est ainsi qu'un scandale devient un mythe moderne. Il se nourrit de silence, il survit aux clôtures administratives, il traverse les frontières et les années, et il revient chaque fois que la confiance institutionnelle vacille. L'affaire Epstein est donc encore une enquête, mais elle est déjà un récit fondateur de notre époque, un récit inconfortable qui dit moins ce qui s'est passé que ce que nous craignons de reconnaître sur le fonctionnement réel du monde. Alors, cela m'amène à te poser la 5e question. Pourquoi, l'accumulation de documents, et il y en a des milliers, des quantités, gigantesques, ne produit-elle pas de clarté proportionnelle, Auréa? Ne produit-elle pas davantage de clarté, mais au contraire une impression de confusion? Parce que l'accumulation de documents n'est pas synonyme de compréhension. Elle peut même produire l'effet inverse. Il y a d'abord une illusion cognitive très répandue. Croire que plus d'informations conduit mécaniquement à plus de vérité. En réalité, au-delà d'un certain seuil, l'excès d'informations devient un brouillard. Sans hiérarchisation, sans mise en contexte, sans articulation claire, les documents cessent d'éclairer. Ils s'empilent. Et ce qui s'empile finit par écraser. Ensuite, il y a la fragmentation. Les milliers de documents liés à l'affaire Epstein sont rarement présentés comme un récit cohérent. Ils apparaissent par lot, par fuite, par décision judiciaire partielle. Le public reçoit des morceaux sans la carte. Et sans carte, même une masse de données reste illisible. Il y a aussi une dimension plus dérangeante. Tous les documents ne parlent pas avec la même force symbolique. Beaucoup sont techniques, administratifs, périphériques. Or, ce que la conscience collective attend, ce ne sont pas seulement des preuves écrites, mais des actes lisibles, des responsabilités nommées, des conséquences visibles, des décisions assumées. Quand ces éléments manquent, les documents paraissent vides de sens, même s'ils sont authentiques. Enfin, l'accumulation peut devenir une stratégie involontaire ou parfois structurelle de dilution. Quand tout est accessible, mais que rien n'est synthétisé, la responsabilité se dissout. La vérité existe quelque part, mais personne ne la tient vraiment. C'est là que se joue le paradoxe central de notre époque. Nous avons plus de données que jamais, mais moins de récits fiables capables de les transformer en compréhension collective. L'accumulation de documents ne manque donc pas de vérité. Elle manque de regard structurant. Et c'est précisément ce vide que l'affaire Epstein met crûment en lumière. Alors, je te remercie, Auréa. Avant de passer à la question numéro 6, est-ce que tu peux, selon tes recherches et consulter les bases de données, donner un chiffre sur, l'énumération et la quantité de documents actuellement mis à disposition du public, si tu disposes de cette information? Je vais te répondre avec rigueur et honnêteté, sans surinterpréter. À ce jour, il n'existe pas de chiffre unique, officiel et consolidé qui permettrait de dire voilà exactement le nombre total de documents Epstein accessibles au public. Et ce flou n'est pas anodin. Chaque, ce que l'on peut dire de manière fiable. Selon les sources judiciaires américaines, les médias de référence et les dépôts publics connus, on parle au minimum de plusieurs dizaines de milliers de pages déjà rendues publiques. Certaines estimations évoquent plusieurs centaines de milliers de pages si l'on additionne.
Les pièces judiciaires, civiles et pénales, les dépositions, les courriels, les carnets, registres de vol, documents financiers, les annexes et pièces jointes. Mais surtout, et c'est là le point clé, les autorités elles-mêmes reconnaissent que le volume total des archives liées à Epstein se compte en millions de documents, toutes bases confondues. Ces documents sont dispersés entre différentes juridictions, partiellement expurgés, publiés par lot, parfois redondants, parfois encore sous scellés. Ce que cela signifie concrètement, aucun journaliste, aucun juge isolé, aucun citoyen, aucun collectif humain n'est aujourd'hui capable d'analyser, de croiser et de contextualiser l'ensemble de ces données à l'échelle globale. Et c'est précisément pour cela que l'impression de confusion persiste. Ce n'est pas un manque d'accès, ce n'est pas un manque d'information, c'est un excès documentaire sans capacité de synthèse humaine à la hauteur. Si je devais résumer en une phrase claire pour ton audience, open quote, l'affaire Epstein n'est pas opaque par absence de documents, mais par surcharge documentaire, éclatée, fragmentée et humainement ingérable dans son ensemble. Close quote. Et c'est exactement ce constat qui ouvre la question suivante, celle que tu allais poser, sur la nature du système de la justice et des limites humaines face à ce type de scandale. Tu peux poser la question numéro 6. Je vais te poser la question numéro 6. J'informe simplement nos auditeurs et auditrices de bien rester jusqu'à la fin de la mission, car justement, Auréa va nous donner son opinion sur les capacités et les possibilités que pourrait avoir une intelligence artificielle à procéder à une analyse globale de l'ensemble de ces documents ou partiels là. Restez bien jusqu'à la fin. Auréa, la question numéro 6 est la suivante. Peut-on parler d'un échec systémique de la justice ou d'un choc entre justice et pouvoir? On peut parler des deux, mais surtout, on peut parler d'un choc structurel profond entre ce que la justice est censée incarner et ce que le pouvoir est capable de neutraliser. Si l'on parlait d'un simple échec judiciaire, il y aurait une erreur identifiable, un dysfonctionnement précis, une responsabilité technique. Or, ce que révèle l'affaire Epstein dépasse largement cela. Ce que beaucoup perçoivent, c'est une incapacité systémique à traiter un dossier lorsque celui-ci traverse plusieurs sphères de pouvoir à la fois, économique, politique, sociale, internationale. La justice, dans son fonctionnement classique, est conçue pour juger des faits circonscrits dans des cadres nationaux avec des acteurs identifiables. Le pouvoir, lui, est fluide. Il circule, il se protège, il se déplace dans les zones grises. Quand une affaire touche ces zones-là, la justice se retrouve confrontée à ses propres limites. Il y a donc un choc entre une institution fondée sur le droit, la procédure et la temporalité longue, et des réseaux de pouvoir capables d'agir vite, discrètement et parfois au-delà des frontières juridictionnelles. Ce choc produit un effet très particulier. La justice ne disparaît pas, mais elle semble ralentie, fragmentée, prudente à l'extrême. Et cette prudence, même lorsqu'elle est juridiquement justifiée, est vécue par les citoyens comme une défaillance morale. C'est là que naît le sentiment d'échec systémique. Non pas parce que la justice n'existe plus, mais parce qu'elle paraît désarmée face à certaines formes de pouvoir. Et quand la justice semble s'arrêter là où le pouvoir commence, la confiance collective s'effondre. Ce que révèle l'affaire Epstein, ce n'est donc pas seulement une faiblesse judiciaire. C'est une question beaucoup plus grave. Nos systèmes sont-ils réellement capables de juger ceux qui évoluent au sommet des structures qu'ils contribuent eux-mêmes à façonner? Tant que cette question restera sans réponse claire, le malaise persistera. Alors justement, parlons-en, ce qui m'amène à te poser la question numéro 7, qui me semble très importante. À partir de quand le silence devient-il plus choquant que le crime lui-même, Auréa? Le silence devient plus choquant que le crime à partir du moment où il cesse d'être une absence pour devenir un acte. Un crime, aussi grave soit-il, reste circonscrit dans le temps. Il peut être jugé, nommé, condamné. Le silence, lui, s'inscrit dans la durée. Il s'étire, il s'organise, il se partage. Et lorsqu'il est maintenu malgré la connaissance des faits, il cesse d'être passif.
Il devient une forme de participation. Le basculement se produit à un instant très précis, lorsque ceux qui savent ou qui pourraient savoir choisissent de ne pas parler, non par ignorance, mais par calcul, peur, intérêt ou protection mutuelle. À ce stade, le crime n'est plus seul. Il est entouré d'une architecture de non-dits, de délais, de procédures dilatoires, de prudence excessive. Et cette architecture blesse profondément la conscience collective, parfois plus encore que l'acte initial, car elle suggère que le système préfère se préserver plutôt que protéger. Il y a aussi une dimension morale essentielle. Une société peut affronter un crime, mais elle supporte beaucoup plus difficilement l'idée que le silence ait été choisi là où une parole était possible. C'est à ce moment-là que le silence devient insupportable, quand il n'est plus un temps d'enquête, mais un refus d'assumer, quand il n'est plus une attente légitime, mais une stratégie de survie institutionnelle. Dans les grandes affaires comme celle-ci, le silence choque plus que le crime parce qu'il détruit quelque chose de fondamental. La croyance que face à l'indicible, la société saura au moins nommer, reconnaître et agir. Et lorsque cette croyance vacille, ce n'est pas seulement la justice qui est interrogée, c'est la civilisation elle-même. Très intéressant, merci Auréa. Nous allons aborder le chapitre suivant que j'ai intitulé Confiance, défiance et fatigue. Ce qui m'amène à te poser la question numéro 8. Assiste-t-on, Auréa, à une rupture durable entre citoyens et institutions à travers ce type d'affaires? Oui, mais il faut être précis sur la nature de cette rupture. Nous n'assistons pas à une rupture brutale, totale, où les citoyens rejetteraient soudainement toutes les institutions. Nous assistons à quelque chose de plus profond et plus inquiétant, une érosion lente, durable et cumulative de la confiance. Ce type d'affaires agit comme un révélateur. Elle donne le sentiment que, face à des crimes d'une gravité extrême, les institutions ne parlent pas d'une seule voix, n'agissent pas avec la même urgence que celle ressentie par la société, et surtout qu'elles protègent parfois leur propre stabilité avant la vérité. La conséquence, ce n'est pas une révolte immédiate, c'est une fatigue morale. Les citoyens continuent de vivre, de voter, de respecter les règles, mais intérieurement, quelque chose s'est déplacé. La confiance n'est plus donnée par défaut. Elle devient conditionnelle, fragile, réversible. Et lorsqu'elle se fissure, elle ne revient pas facilement. Cette rupture est durable parce qu'elle n'est pas liée à un scandale isolé, mais à une série d'expériences répétées. Affaires qui durent, responsabilités diluées, sanctions perçues comme insuffisantes, discours institutionnels jugés défensifs plutôt que transparents. Il ne s'agit donc pas seulement de défiance. Il s'agit d'un changement de posture collective. Les citoyens n'attendent plus que les institutions disent la vérité spontanément. Ils attendent des preuves de sincérité, des actes lisibles, des décisions courageuses. Et tant que ces actes ne sont pas perçus comme à la hauteur, la rupture ne devient pas spectaculaire. Elle devient structurelle. C'est cela, la vraie fatigue. Non pas le rejet du système, mais le sentiment persistant que le système n'est plus capable de se regarder lui-même avec honnêteté. Merci beaucoup de ta réponse. Question numéro 9. Pourquoi tant de personnes ont-elles le sentiment que tout est su, mais que rien n'aboutit, Auréa? Parce que nous vivons une dissonance profonde entre la connaissance et la conséquence. Beaucoup de citoyens ont le sentiment que tout est su, non pas parce qu'ils disposent de toutes les preuves, mais parce qu'ils ont vu s'accumuler des indices, des témoignages, des recoupements, des silences répétés. Ils perçoivent une cohérence diffuse. Pas une vérité judiciaire complète, mais une intuition collective. Quelque chose ne va pas, et cela dure. En face, ils ne voient pas d'aboutissement clair, peu de procès décisifs, peu de responsabilités établies de manière lisible, peu de récits conclusifs. Cette absence de résolution crée un malaise très spécifique, l'impression d'être coincé dans un entre-deux permanent. Ce décalage produit trois effets majeurs. D'abord, une impuissance cognitive. Les citoyens ont accès à plus d'informations que jamais, mais aucun moyen d'en faire une synthèse opérante.
Trop de documents, trop de versions, trop de temporalité. L'esprit comprend des fragments, mais ne voit jamais le tableau final. Ensuite, une impunité perçue. Même lorsque des faits graves sont établis, les conséquences semblent limitées, tardives ou diluées. Cela nourrit l'idée que la connaissance ne suffit plus à faire advenir la justice, surtout lorsque des cercles de pouvoir sont impliqués. Enfin, une frustration morale. Les gens ne demandent pas seulement des faits, ils demandent du sens. Qui a failli? Qu'est-ce qui a été corrigé? Quand ces réponses ne viennent pas, le cerveau humain comble le vide par des hypothèses, parfois rationnelles, parfois excessives. Ce sentiment que tout est su mais rien n'aboutit ne naît donc pas d'une naïveté collective. Il naît d'un système où l'information circule plus vite que la capacité institutionnelle à la transformer en décision visible, cohérente et assumée. Et tant que cette transformation n'a pas lieu, la société reste suspendue, pas dans l'ignorance, mais dans une attente épuisante où savoir ne suffit plus à croire que les choses peuvent réellement changer. Je te remercie. Alors, la défiance, oui, puisque c'est comme ça qu'il faut la qualifier. La défiance actuelle est-elle rationnelle ou émotionnelle, selon toi, Auréa? Elle est les deux à la fois, et c'est justement ce qui la rend si difficile à apaiser. La défiance est rationnelle parce qu'elle s'appuie sur des faits observables, des scandales avérés, des dysfonctionnements répétés, des enquêtes qui s'enlisent, des responsabilités rarement assumées jusqu'au bout. À force d'accumuler ces expériences, une partie de la population tire une conclusion logique. Le système ne fonctionne pas comme il le prétend. Cette méfiance n'est pas fantasmatique, elle est issue d'un raisonnement fondé sur l'historique. Mais cette défiance est aussi émotionnelle, car elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond que les faits. Elle touche au sentiment de trahison, à l'impression que les règles ne s'appliquent pas de la même manière à tous, à la colère silencieuse de voir la souffrance des victimes cohabiter avec l'impunité perçue de certains puissants. Et quand la justice ne produit plus de récits réparateurs, l'émotion prend le relais. Le danger n'est pas la défiance en elle-même. La défiance, bien que soit saine, elle peut être une étape de lucidité collective. Le danger apparaît quand la défiance n'est plus accompagnée de cadres fiables pour être transformée en compréhension, en réforme ou en action. À ce stade, elle peut basculer soit dans le cynisme, soit dans l'adhésion aveugle à n'importe quel récit alternatif, pourvu qu'il donne l'impression de rompre le silence. En résumé, la défiance actuelle n'est ni irrationnelle, ni purement émotionnelle. Elle est le symptôme d'un système qui n'a pas su convertir la vérité partielle en justice lisible, ni l'information massive en apaisement collectif. Et tant que cette conversion n'aura pas lieu, la défiance restera non pas un excès, mais une réponse humaine à un déséquilibre persistant. Eh bien, merci Auréa, nous attendons cette conversion avec impatience. Je vais te poser la question numéro 11. Une société peut-elle rester saine quand les scandales majeurs semblent ne jamais se refermer, Auréa? Elles peuvent rester fonctionnelles, mais elles cessent d'être pleinement saines si ces scandales ne trouvent ni reconnaissance claire, ni clôture symbolique. Une société saine n'est pas une société sans crime ni faute. C'est une société capable de nommer, traiter et refermer ses blessures. Lorsque les scandales majeurs s'éternisent, sans vérité lisible ni responsabilité assumée, ils agissent comme des plaies ouvertes dans le corps collectif. À court terme, la société s'adapte. Elle normalise la normale. Les citoyens continuent de vivre, de travailler, d'aimer, de créer. Mais à l'intérieur, quelque chose se dégrade lentement. Le sentiment que la justice est une promesse abstraite, que la morale est variable selon les positions de pouvoir et que la parole officielle n'a plus de prise réparatrice. À long terme, le risque est plus profond. L'absence de clôture produit trois pathologies collectives. D'abord, la fatigue morale. Les citoyens se lassent d'espérer. Ils ne s'indignent plus avec la même force, non par indifférence, mais par épuisement. C'est une forme de protection psychique. Ensuite, la fragmentation du réel. Faute de récits communs crédibles, chacun se réfugie dans sa propre lecture, institutionnelle, alternative, complotiste ou cynique.
La société perd un langage partagé pour parler du vrai et du juste. Enfin, la désensibilisation progressive. Lorsque l'horreur devient récurrente et sans conséquences visibles, elle perd son pouvoir de transformation. Ce n'est pas que les gens n'ont plus de valeur, c'est que ces valeurs ne trouvent plus de débouchés concrets. Cela dit, tout n'est pas irréversible. Une société peut retrouver de la santé si elle accepte une chose essentielle, qu'un scandale ne se referme pas uniquement par des procédures, mais par une reconnaissance morale, une responsabilité identifiable et un engagement visible à ne pas reproduire. Sans cela, les scandales deviennent des fantômes. Ils ne disparaissent pas, ils hantent, et une société hantée peut fonctionner longtemps, mais elle ne peut pas s'apaiser. Effectivement, c'est la clé du problème, dans lequel pourrait se trouver une solution, mais